Appel en continuation. EP numéro 031/2023. En cause, l'auditeur général du Niger public auprès de la haute cour militaire et la partie civile de la République démocratique du Congo contre M. Mwangachouchou Izi Edouard. Conseil principal Mouchamali Roy Balike Robert. Poursuivi pour des faits susceptibles de participation à un mouvement insurrectionnel, espionnage, détention illégale d'armes et munitions de guerre, établi de façon le 30 mai 2020. La haute cour fait la cause inscrite sous RP numéro 31. Mettant en cause l'auditeur général du ministère public et partie civile République démocratique du Congo contre l'honorable Mwangachouchou Izi Edouard et le commissaire principal Maliba Balike Robert, que les partis veuillent bien venir relater leur sondage. La République avait, après intervention des autres, la République avait des questions à poser autour de la fille et là nous commençons par elle. Elle pose ces questions et... Oui. En tant que conseil de M. l'honorable Mwangachouchou, nous pensions, donc c'est une suggestion un peu au Parlement et ils disent motion pour essayer d'amener les présidents à orienter autrement les choses. Nous souhaiterions que notre client qui est ici prévenu et qui encourt des peines dans certaines infractions, la peine de mort, puisse avoir suffisamment de temps pour pouvoir donner sa version des faits par rapport à tous les éléments qui ont déjà été examinés. Nous pensons que même si nous notons, plus nous notons, nous risquons de ne plus revenir sur certaines choses par oubli ou par faute de temps. S'il vous plaît, si cela vous plaira, nous souhaiterions, par exemple, ici dans les cas d'espèces, compte tenu du fait que nous avons également des pièces que nous voudrions bien produire, notamment pour démontrer que notre client ici présent, qui est accusé d'avoir, pas d'avoir une âme rwandaise, mais qui voit dans les éléments versés au dossier quelques éléments qui pourraient donner l'impression qu'il est beaucoup plus attaché au Rwanda qu'au Congo et qu'il aurait plus d'intérêt au Rwanda qu'au Congo, a l'intention à cette audience ici, au travers de ces conseils que nous sommes, de produire quelques pièces, notamment en rapport avec l'expertise, qu'on a dit qu'il accomplit, parce qu'on a retenu ça parmi les éléments qu'il a. Il prend les minéraux au Congo, il les expertise au Rwanda. Et que nous voudrions revenir un peu sur cet aspect-là. Et nous avons également son test Covid. Son test Covid dont il a parlé, car il a dit qu'en entrant à Gisenyi, il a bien fait une déclaration, il a même obtenu un test de Covid, et que ce test de Covid, quand vous le lisez, c'est que lui reconnaissait, disait bel et bien qu'il a la nationalité congolaise. Puisque cette pièce-là est désormais entre nos mains, nous voudrions y revenir parce que la Cour, depuis qu'elle a écrit à l'INRB, nous attendions le retour de l'INRB pour pouvoir en débattre. Ce n'était pas un point qui était clos. La Cour n'avait pas clos ce point. Il avait demandé à ce que nous attendions l'expertise de l'INRB. Mais puisque nous avons cette pièce, répondant à une des questions pertinentes de la Cour, qui nous avait demandé en son temps, est-ce que vous avez une autre pièce en dehors de cette, vous vous souviendrez, en dehors de ces tests de Covid, avez-vous une autre pièce, un autre test de Covid qui démontre ce que vous venez de dire, que vous avez fait deux fois les tests, il en entra, une autre, on vous avait raisonné parce que c'était un test rapide, vous avez fait un autre, est-ce que vous pouvez le payer? Puisque nous l'avons retrouvé. Étant donné que le ministère public, qui est l'organe poursuivant, donc l'auditeur général, détient par vers lui beaucoup de pièces sur les 1300 qu'il avait trouvées, il n'a réuni que 500 qu'il vous présente,
Les autres 800 qui peuvent nous servir également pour la défense sont toujours détenus par des le ministère public en dépit de votre arrêt qui lui a demandé de rendre tout ce qu'il considère comme étant inutile par rapport à la poursuite du procès. Ce qui empêche notre client de démontrer par exemple son âme congolaise, cela empêche notre client de démontrer qu'il avait des tests de Covid qui sont différents des tests qu'il a contestés. Sinon, ça donnera l'impression que notre client nie tout et ce n'est pas bon pour son image. Il nie tout en blanc, mais ne présente rien. Voyez-vous, votre honneur, notre souci, notre préoccupation, si vous pouvez nous permettre, pour une certaine équité, une certaine égalité, que nous puissions revenir un peu sur ces deux aspects. C'était une demande, parce que nous ne pouvons pas vous contraindre dans votre logique, ni contrarier votre logique. Vous avez fait allusion au test Covid. Je voudrais vous informer ici que pendant que nous sommes ici, le service administratif de la Haute Cour nous a informé que l'INEP a donné sa réponse parce que la requête est partie officiellement, la réquisition est partie officiellement, la réponse est aussi rentrée officiellement. C'est sûr qu'au retour, nous aurons cette réponse. Alors, réservez cette question à l'occasion du débat autour de cette pièce. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez, et c'est votre droit, vous avez demandé que nous puissions ensemble, parce que l'instruction se fait ici, que nous puissions ensemble examiner un peu le contenu des supports informatiques qui ont été examinés ailleurs. Et la Haute Cour s'était dit qu'à l'audience prochaine, nous allons amener le matériel ici. Et il y a à peu près 11 clés, si j'ai bonne souvenance. Et nous allons les exploiter une à une. Et à cette occasion-là, parce que vous avez des pièces, vous les gardez, nous voyons, nous comparons les pièces qui ont été produites en dur, nous recevons vos pièces et nous voyons ce que les clés renferment. Et là, la Haute Cour pourra éviter le doute de forme. Donc, ayez votre patience, gardez jalousement ces pièces-là. Au moment opportun, vous allez les produire et nous allons en débattre. Mais aujourd'hui, comme nous avons commencé le débat sur les armes et les munitions de guerre, souffrez que nous terminions une fois pour tout ce débat-là avant de rentrer à autre chose. Mais pour les minerais, non seulement nous n'avons pas abordé la question des minerais, mais dans les préventions hypothétiques, en tout cas, il n'y a aucune prévention en rapport avec les minerais. Non. Mais il y a une pièce qui démontrait que pour l'expertise, votre client se référait au Rwanda plutôt qu'au Congo. C'est ainsi que nous disons, même pour ça, regardez, parce que cette pièce, nous allons voir, est-elle sortie des clés ou bien elle a été trouvée parmi les autres effets. Nous allons en débattre, ne vous en faites pas. Rien ne sera oublié au hasard. Tout sera passé au peigne fin. Parce que nous sommes là pour la vérité. La vérité à propos d'un présumé innocent. Ok? Voilà comment nous allons voir. Donc, concentrons-nous. Monsieur l'organe de la loi, si vous avez quand même réagir un peu parce que la défense revient toujours sur le fait accusant le ministère public de garder les effets, de garder les effets. Bon, là, ça revient. Je ne sais pas quoi. La Cour avait prescrit le devoir au ministère public de prendre les effets qui avaient été déposés, de rechercher, de retenir ceux-là qui peuvent avoir des relations, des rapports avec les infractions que nous croyons étaient.
C'est ce que nous avons fait. Quand par exemple, je ne sais pas, les documents, je ne sais pas quels documents. Parce que quand on a ouvert le coffre-fort, tout ce qui était resté, on a restitué. Parmi ces documents, il y avait des documents. On veut parler de quoi? Des appareils de téléphone. Je voudrais rappeler à l'intention de la défense que, entre autres infractions que nous, ministère public, pensons retenir à charge de l'honorable, il y a l'intelligence avec une force ennemie étrangère. Cette intelligence qui se traduit selon les cas par l'infraction de trahison ou de l'espionnage. Et ces infractions d'intelligence avec la force étrangère, généralement, par le temps qui court, avec le développement de la technologie, c'est par des moyens, c'est par des moyens de communication, c'est par des moyens de support informatique, flash disk et appareils de communication. La cause est soumise en flagrance. C'est-à-dire que le ministère public qui n'a pas instruit les dossiers, l'instruction s'est faite par le juge, par la cour. Nous avons estimé que, faute pour nous d'avoir eu suffisamment de temps, peut-être d'instruire et d'exploiter, la cour peut avoir besoin de ces supports-là. C'est ainsi que nous avons estimé que ces supports devaient être mis devant la cour et devaient être gardés et sont déposés à la cour. Qu'est-ce que nous retenons? Qu'est-ce que nous retenons? Qu'on revient toujours, non, les effets continuent à retenir, mais ce sont les effets de l'information intelligente sont généralement dans les supports informatiques. Ce sont ces supports-là que nous avons gardés, qui sont devant la cour. Quand on revient sur les continuer à retenir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on retient? Je ne sais pas. Nous n'avons pas, quand les services de renseignement sont allés chez l'honorable Montitutu, ils n'ont pas arraché la maison. Ils ont pris cet effet qu'ils ont répertorié. La maison est restée. Pour qu'on dise qu'on a tout pris et on ne sait plus rien avoir. Voilà un peu cette précision que nous voulions apporter, parce qu'on revient toujours sur le ministère puritaire, c'est que nous avons retenu et que nous avons déposé dans la cour. Pour nous, nous supposons que la cour peut avoir le moyen de les exploiter, ou il peut arriver à la cour de chercher à les exploiter. Figurez-vous par exemple là, l'honorable Montitutu conteste tout ce qui a été au Rwanda, qu'on a découvert dans le flash disk. Figurez-vous qu'on ait restitué en son temps ces flash disks. Maintenant que tout est contesté, est-ce qu'on peut les amener ici pour la contre-vérification? Mais étant donné que ces flashs sont à la disposition de la Cour, donc la contre-vérification peut être faite aisément. Voilà pourquoi nous avons été ici. Nous avons dit au DEF. Merci beaucoup, M. le Président. La Haute Cour a été claire dans son avant. Tout ce qui a trait avec les faits sous examen saisis pour exploitation. Mais tout ce qui n'a pas trait à la cause sous examen devra être restitué. Alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, êtes-vous en mesure de dire à la Haute Cour que tel effet, par exemple, n'a pas de rapport avec l'examen de la cause et que cet effet, cette pièce n'a pas été restituée? Parce que c'est un peu vague de dire que bon, il y a tout ce que vous estimez, parce que c'est le ministère public qui accuse. En accusant, il vous a dit que toutes les pièces dont la Haute Cour voulait avoir besoin dans l'examen de la cause ont été saisies et que les autres ont été restituées.
il affirme, la main sur le cœur, que les autres pièces ont été restituées. Mais quelles sont les pièces, les documents, les indices que vous estimez hors cause et qui sont encore, qui n'ont pas été mis à la disposition de la haute cour? Parce que la haute cour considère que tout ce qui a été gardé ouvert a trait au fait sous exemple. C'est vrai, quand on a ouvert mon coffre, tout ce qui était dans le coffre a été restitué, sauf peut-être quelques documents qu'ils ont continué à garder. Mais moi, je n'étais pas là, j'étais toujours en prison. Mais c'est que, bon, je n'aime pas utiliser le terme que le ministère public dit qu'il a été choqué. Mais moi, je suis choqué sérieusement, et je le répète, honorable président de la haute cour. Quand le ministère public parle de mes téléphones, et quand il parle, je ne sais pas, des documents, pas des documents qu'ils ont trouvés à la maison chez moi, mais dans le choses là, comment on appelle ça, je ne sais pas, qui sont plus de 1200 documents. Et ces documents que j'ai vus ici, même faibles, j'essaie vraiment de m'asseoir et d'essayer, parce que je ne lis pas. Je ne peux pas lire, je ne vois pas. J'ai essayé par tous les moyens, je ne parviens pas. Je rencontre, que je vois, ce ne sont pas des documents qui sont adressés à Mangachuchu, à mon niveau. Parce que c'est des documents qu'ils ont tout simplement amenés, je ne sais pas d'où. Et là, les gens qui demandent le passeport, les gens qui donnent le rapport de Gachacha et donnent de noms, des histoires qui ne me regardent pas. Je ne sais pas si ces documents ont été envoyés à moi en tant que qui. Est-ce que je suis le ministre des Affaires étrangères? Je le répète. Est-ce que je suis attaché à quoi? Et puis, 2008-2007, moi j'étais ici. J'étais sénateur. Alors, vraiment, je voudrais que ces équipements arrivent ici, qu'on les vérifie ensemble, qu'on voie et qu'on dise réellement qui a ces documents. C'est trouvé chez moi pour qui? En tout cas, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Il faut les démontrer très clairement comment ces documents déposés chez moi ou trouvés dans mes appareils. D'abord, je n'ai jamais eu les téléphones, les technos. Vraiment, sincèrement, je n'ai jamais utilisé ces téléphones. J'ai même les petits soirs que j'ai là-bas chez moi, les téléphones que je reconnais. Il y a deux téléphones iPhone, le grand et le petit que j'utilise. Et l'autre, le téléphone Samsung, comme une tablette que j'utilise. Ils ont pris ça. Alors, il y a aussi Galaxy que j'utilisais dans le temps, qui était dans les archives là-bas. J'avais d'autres petits téléphones Nokia, des petits, et des Samsung. Je n'ai pas vu tout cela. Je voudrais quand même qu'on nous amène tous ces équipements, qu'on les voie ensemble, parce que c'était un procès. On ne peut pas accepter que les documents qu'on nous montre ici, ce sont des documents non signés qui n'ont pas de titre, et même des documents venant de la présidence. C'est des brouillons, il n'y a pas d'entête, il n'y a pas de signateur, c'est des documents comme des tracts. Moi, je voudrais quand même que ces gens puissent être là, qu'ils disent quand est-ce qu'ils ont fait ces documents et quand est-ce que je les ai acceptés. Et puis une autre chose, c'est comme si moi, on me prend pour quelqu'un qui est dans la plantation, dans la concession de Bissonzou. Non. Moi, j'ai travaillé sur la concession de Bissonzou quand c'était un HI. Et ça, vous devez le faire et le contrôler. S'il y a quelqu'un qui avait fait la traçabilité Dodd-Frank, et puis aussi OCDE, par le GIZ, c'est une société allemande. Ils ont exigé à ce moment-là de payer 1 million. Et la société a payé 1 million.
ils ont fait en sorte que la société SMB soit une société exemplaire mondialement. Et tous ces produits que vous voyez, par exemple, quand on dit le produit, disons le document là, pour le test, mais on a un président de la haute cour. Ce n'est pas nous, c'est le gouvernement congolais et à l'international. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais travailler dans la mine si la mine n'est pas auditée. Il faut d'abord auditer la mine, et puis pour auditer la mine, il faut qu'il y ait des rapports pour que ces produits soient vendus, même aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la mine là-bas, il y a les services de ITRI ou ITSKI. Honorable, là vous anticipez les choses. Nous pouvons les compléter. Vous allez revenir sur cela lorsque nous allons examiner les pièces. L'option est claire. Question des pièces, parce que vous avez sollicité que nous puissions ensemble examiner les contenus de tous ces supports informatiques, et chaque fois que nous aurons accès à telle ou telle pièce, nous allons faire une étude comparative. Vous savez, en informatique, nous ne sommes pas des informaticiens, mais nous apprenons sur le cas. Un document, à partir du moment où vous le saisissez et que vous l'enregistrez, la date d'enregistrement reste automatiquement. C'est ainsi qu'on va voir, est-ce que votre clé USB contient tel document, il a été enregistré à quelle date. Ça, c'est facile à vérifier. La haute cour va amener le matériel avec son expert, on va nous faire projeter, il y aura un projecteur, on va nous projeter le document. Nous allons y aller document par document pour éviter les doutes possibles. Donc c'est un débat que nous pouvons réserver pour l'audience prochaine. Oui, mais... Plusieurs documents qui étaient, selon ses propres termes, au nombre de plus ou moins 1300. Il lui rend comme dossier de pièces 500 quelques pièces. Ce qui fait qu'il a éliminé une série de pièces parce qu'il estime que ça ne fait pas étayer l'accusation. Il a éliminé une série de pièces. Ces pièces-là qu'il a éliminées, nous on en a besoin parce que si ça ne lui sert à rien, ça peut nous servir à nous pour démontrer des choses, comme notamment les certificats de l'ITRI dont il parle. Mais quand cela ne tienne, nous voulions revenir. Les pièces qui ont été éliminées par le ministère. Bon, il y a par exemple des cartes qui ne sont pas rentrées. Et là, on ne peut pas dire que comme il est accusé d'intelligence avec l'ennemi, on va utiliser les crédits cartes de visa BCDC Equity pour contacter l'ennemi. Et ces crédits cartes ont donné lieu au vol d'argent. Au moment où nous parlons. S'il vous plaît, il y a des clés sous phare de main. Non. Je n'ai pas fini, j'explique à la cour. Moi, il n'y a pas de carte bancaire. Ce sont les cartes bancaires, non? Oui. Carte bancaire. Et ces crédits cartes sont listés ici, dans le procès verbal signé par l'OPJ, bon, qui n'a pas mis son nom, le 1er mars 2023. Vous allez voir que... Non, mais assez grave. Oui. Vous dites que on a soutiré l'argent à l'aide de ces cartes de crédit. Oui. Vous en avez des preuves? Oui. Alors que les cartes sont au greffe. Peu importe, parce que nous avons les preuves. Maître. Les preuves sont là. Maître. S'il vous plaît. Ce débat n'a pas sa place ici. Dans la mesure où ils n'ont rien à voir avec les recteurs. Vous avez écrit, n'est-ce pas? Oui. Vous avez écrit. Oui. Et les vérifications sont en cours et vous aurez la réponse par la même porte. Non. Pourquoi on en parle, Monsieur le Président? Je voudrais, semble ne pas comprendre que ces pièces détenues dont nous avons besoin peuvent nuire gravement à la procédure normale à ces procédures. Tout simplement parce que vous aviez déjà donné l'ordre de restituer tout ce qui n'est pas utile. Voilà par exemple, il y a 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 avec une photo. Et ce sont des cartes Ce sont bancaires. des cartes bancaires.
qui sont au greffe. Le ministère public a déposé au greffe après exploitation. Donc ne faisons pas des... Mais l'exploitation dont ils ont fait a donné lieu au... Comment ils ont payé? Vous savez, en matière de technologie aujourd'hui, on peut tout faire. Une infraction qui a été commise, saisissez les autorités compétentes en la matière. La haute cour militaire ne peut pas se saisir de tous les faits. Mais c'est une entorse quand même à votre arrêt. Mais maître, les cartes de crédit sont là. Les cartes bancaires sont là. Et ce sont soigneusement bien gardées par le greffe. Ce sont des objets qui sont... Maître, silence. Et pour retirer, il faut avoir le code. Ça serait une question. Il fallait déposer toutes ces affaires devant la haute cour. Oui, mais parce qu'on a déposé devant la haute cour. Le ministère public a estimé que ce sont les documents. J'ai dû les déposer devant la haute cour. On ne sait jamais. Et on les a déposés. C'est ce que vous avez demandé, le ministère public a estimé. On reproche au ministère public d'avoir, vous lui avez demandé de déposer devant la cour les objets qu'il estime avoir lien avec les infractions. Le ministère public a estimé que ces effets-là devaient être déposés devant la cour. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il y a ce débat-là. Vous avez posé un certain nombre de questions. Le ministère public, la partie commune a réagi. La République, vous avez la parole pour les questions parce que la parole vous a été promise à la professeure. Est licencié en droit. Il a bel et bien appris les droits administratifs. Et dès lors qu'il a formulé cette demande d'avoir une arme d'autodéfense, est-ce que le peut dire par devant votre cour à toutes les connaissances de droit administratif qu'il a encore, est-ce qu'il lui revenait à lui d'aller s'acheter une arme? La proposition, c'est vrai, j'ai demandé au ministère de l'Intérieur d'être protégé et je suis allé trop loin, je lui ai dit bon, moi je voudrais avoir une arme, puis-je avoir une arme personnelle? Le ministre de l'Intérieur m'a dit oui, écrivez-moi, il n'y a pas de problème, on va vous le donner. C'est ce que j'ai fait. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur m'a octroyé l'autorisation de port d'armes. Et je n'ai pas dit vraiment que j'ai acheté, on m'a donné, mais j'ai dit que j'ai donné à ces gens la motivation. Bon, je suis allé trop loin, j'ai été naturel dans ce que j'ai dit, parce que je n'ai pas dit que j'ai acheté. Bon, alors, pour moi, l'arme que j'ai eue, en fait, je ne l'ai pas utilisée, même les munitions qui sont là-bas, je ne les ai pas dissipées ou je les gardais très jalousement. Alors, c'est à la haute cour de voir ce qu'elle pourra faire de ces problèmes-là, parce que quand même, c'est le ministre de l'Intérieur. Si le ministre de l'Intérieur vous octroie quelque chose, vous n'avez pas à chercher. Peut-être que je devais chercher, mais je n'ai pas cherché. C'est vrai, je suis un juriste. Mais si le ministre de l'Intérieur vous donne l'autorisation et vous dise oui, allez-y, je pense que j'ai pensé que lui, qui est ministre de l'Intérieur, connaissait la loi et savait que je pouvais la voir. Voilà ma réponse. Ou in scriptis. Parce qu'on parle bel et bien de l'autorisation et du permis. Ce n'est pas express verbis. C'est comme autrefois qu'il disait que non, il se trouvait au Rwanda, qu'il avait appelé Kaboul. C'est pas comme ça. C'est une détention d'armes de guerre. Vous vous rendez compte? Parce que l'autorisation, lorsque on vous autorise, et lui-même a bien dit, il a conjugué le verbe donner. On vous donne.
l'autorisation, le permis, et on vous les donne. Et ce n'est pas à vous d'en chercher l'autorisation et d'aller s'en la procurer. C'est une chose et son contraire. Alors, Monsieur le Président, je voulais en venir en secondo. Parce que lorsqu'il a obtenu, il est parti acheter cette arme. Parce qu'il avait dit, ce sont ses affirmations. Moi, c'est je ou on. Ce sont là les pronoms utilisés. Je ou on. Lorsque les je ou on sont partis se procurer cette arme en donnant l'argent. Et il est parti enregistrer cette arme-là. Sans autorisation, parce que les documents qui libèrent l'enregistrement ne nous démontrent pas qu'il y a eu autorisation ou les permis. Parce que ce sont les documents qu'on va annexer. Ce sont les documents qu'on va annexer, ce ne sont pas les documents isolés, ce sont les documents qu'on va annexer. Parce que ces documents font foi de la détention d'armes. C'est-à-dire qu'il a obtenu d'une manière administrative, légale et régulière. Parce que la loi dit que seul le président de la République donne cette autorisation que quelqu'un ou qu'un civil détienne une arme. D'ailleurs, une arme dont il ne sait même pas s'en servir. Une arme dont il ne sait même pas s'en servir. Je voulais savoir, Monsieur le Président. C'est après cet enregistrement, c'est après avoir acheté cette arme-là que ce document lui a été délivré, ou dès lors qu'il a pris langue avec le ministère de l'Intérieur, qu'il est parti d'abord se faire enregistrer. J'ai dit bien avant que j'ai demandé l'utilisation de port d'armes au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur m'a demandé de m'écrire. J'ai écrit. Il m'a répondu, je suis allé dans son bureau récupérer la lettre. Avez-vous la preuve de votre écrit? Pardon? Votre demande adressée au ministre de l'Intérieur, en possédez-vous la preuve? C'est ça le problème que j'ai, honorable président de la Haute Cour. Tous les documents que j'avais chez moi ont été emportés par la DEMIAP. Et c'est comme ça qu'on a trouvé ces documents à l'autorisation du ministre. Il y avait aussi le permis de port d'armes parce que tout ça c'était un processus, je le répète comme je l'avais dit. Quand on m'a donné tous les documents, on m'a dit, je ne les connaissais même pas. C'est sur la même avenue. On m'a dit d'aller dans des bureaux là-bas. Et j'ai suivi les bureaux jusqu'au moment où on m'a tout donné. Je vous dis que j'ai écrit dans les livres, on m'a pris des photos, tout a été fait dans les services du ministère de l'Intérieur. Et c'est comme ça que je suis parti. Mais dire que j'ai pris des documents et aller acheter une arme, je ne le ferai jamais. C'est impossible. Vous l'avez obtenu du ministre. Mais l'arme, qui vous l'a remise? Quel est le service qui vous a remis l'arme que vous avez détenue, que vous reconnaissez avoir détenue? Est-ce que vraiment, parce que je vais demander quand même un service, même si je suis au tribunal ici, est-ce que si on ne peut pas envoyer des gens passer et vérifier si ces documents existent et s'il y a des livres là où j'ai signé et là où on m'a donné cette arme, c'est dans les services là-bas. C'est dans les services, ce n'est pas en dehors des services, à l'intérieur là-bas. Honorable, vous identifiez. Quand vous allez à l'hôpital par exemple et que vous allez faire des examens, vous direz, je suis allé au laboratoire. Si vous voulez faire le scanner, je suis allé dans tel service. Mais curieusement, dans votre cas, vous dites, j'ai vu ces gens. Ces gens, c'est quoi? Pas de l'autorisation, mais de droit d'armes de guerre au ministère de l'Intérieur. Monsieur le service, c'est juste que vers l'autre avenue, dans les mêmes maisons. C'est-à-dire que j'entrais dans un bureau et puis dans un autre bureau. Vraiment, je n'ai pas... C'est au même endroit, là, dans les services du ministère de l'Intérieur. J'espère qu'ils sont encore là, parce que j'ai vu qu'ils ont déménagé vers là. Je vois le ministère de l'Intérieur maintenant tout près du Parlement.
Et comme moi je ne suis plus rentré là-bas, je vous dis que je suis tombé malade et je suis parti, je ne suis plus rentré au service là-bas. Il n'est pas daté. Oh. Et puis, il fait référence à une autorisation numéro point, daté du sans date. Bien, vous avez, j'ai entendu la lecture à ce document, l'autorisation. Vous avez suivi la lecture de l'article 5 de l'ordonnance de 85, donc 85-035, qui dit que pour les armes de guerre, parce que l'arme pour vous tenir, pour que vous faisiez détenir, était une arme dénommée Browning, donc en GP 9 mm, une arme de guerre par excellence. Pour ces armes-là, l'autorisation doit être donnée, selon le législateur que vous êtes, par le président de la République. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré, selon votre version, d'aller vers le ministre de l'Intérieur, alors que nul n'étant censé ignorer la loi, et à plus forte raison le législateur, vous saviez bien que pour ces armes-là, ce type d'armes-là, il faut une autorisation spéciale. Moi, quand j'ai demandé au ministère de l'Intérieur, le ministre ne m'a pas dit non, cela ne nous regarde pas, il faut aller voir les documents ou demander au président de la République. Il ne m'a pas dit cela. Il m'a dit ok, écrivez, et puis j'ai écrit et il m'a octroyé l'autorisation et le permis de port d'armes. Et on m'a envoyé, moi je ne connaissais pas tous ces endroits là-bas. C'est-à-dire on a dit bon, maintenant la suite il faut continuer et aller dans ces services là-bas. Et quand je suis arrivé dans ces services, vraiment ils ont pris des photos, on a rempli des cahiers qu'ils ont là-bas, et puis j'ai même signé, et puis ils m'ont remis tout cela. Donc je sais que tout le monde doit connaître la loi, mais moi je vous dis que c'est comme ça que ça s'est passé. Je n'avais aucune autre intention de nuire. Intitulé attestation d'enregistrement d'armes à feu d'autodéfense, alors que l'arme concernée, ce n'est pas une arme d'autodéfense, mais c'est une arme de guerre. Parce que les armes d'autodéfense sont gérées autrement. Elle contient, sur le plan de la forme, elle contient un cachet sec. Mais curieusement, sur la photo, normalement, dans la pratique administrative, le cachet doit figurer aussi sur la photo. Donc, comme le cachet sec est en bas, normalement, il fallait un autre cachet, c'est le même cachet, pour authentifier l'authenticité de la photo. Qu'est-ce que vous pouvez dire devant moi? Même la photo, bon, c'est là, monsieur le rapporteur, mal agrafé. Ouais. Le mot pour les dire, j'aime aisément. Vous avez rendu compte que la partie prévenue n'arrive pas à vous dire concrètement, avec des termes clairs, de la manière dont il a acquis cette arme de guerre. Il y a un problème. Ce document, nous, RDC, nous la contestons. C'est un document faux, falsifié. Parce que une administration qui est la nôtre ne peut pas produire un document pareil, avec une telle légèreté. Non. Mais là où il est parti s'acheter une arme, il n'en sait même pas. C'est-à-dire il a fait, c'est comme si quelqu'un qui allait s'acheter des arachides quelque part, et les vendeurs s'est en allé, et puis c'est fini.
Parce qu'il n'y a pas de traces. Parce qu'il n'y a pas de traces, monsieur le président. Ce document-là, nous la contestons. Si il n'arrive pas à prouver l'autorisation et le permis qui ont abouti à la confection de ces documents, nous la contestons. Les réponses que notre client a données, ce sont les siennes. Les questions viennent de la haute cour et notre client donne ses réponses. Ça peut ne pas leur plaire, mais ce sont ses réponses. Ils n'ont qu'à tirer des conséquences au moment de la plaidoirie. En ce qui concerne notre client, il est clair que notre client a affirmé par devant vous qu'il a suivi toute la procédure au niveau du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, à qui il a écrit pour solliciter l'obtention de cette arme qui est de guerre, que lui ne connaissait même pas à ce moment-là, quelle différence. Même moi, j'ai su qu'il y a une différence entre une arme de guerre et une arme personnelle ici. Et là encore, je dois étudier pour savoir c'est quoi maintenant une arme personnelle. Donc je pensais que ça se valait, mais grâce à cette audience, je découvre. Il est probable que lui aussi découvre aussi qu'il y a une différence entre une arme de guerre et une arme de, comment on dit, d'autodéfense. Voyez-vous? Alors, pour notre client, c'est comme une erreur invincible. Il ne pouvait pas savoir que du moment que l'autorité elle-même, qui n'est pas non plus censée ignorer la loi, ne lui a pas dit que ça, ce n'est pas de mon ressort, adressez-vous au chef de l'État. Ce qu'il allait faire aisément. Je ne pense pas qu'en tant que sénateur ou en tant que parlementaire, il lui était difficile de s'adresser au chef de l'État. Voyez-vous, donc comprenez que ces réponses sont là et la Cour en tirera les conséquences au moment venu que la République attend. Donc il n'y a pas ici de ceux qui s'énoncent, ceux qui se conçoivent. Il n'y a pas de conception, ce sont des faits. Nous ne sommes pas dans un monde de liquidation intellectuelle où on conçoit des choses. Honorable Mwangachuchu. Ce document renseigne que c'est le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, qui en est le signataire, n'est-ce pas? Oui. Mais sauf erreur de la haute cour, l'ancien gouverneur et l'ancien ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, signait toujours Richard Mouyej Manguez Mons. Mais comment votre document n'a pas les Mons partout où il y a le nom Richard Mouyej? Et autant vous dire, après votre réponse, la haute cour militaire pourra se réserver le droit de requérir le ministre de l'Intérieur pour avoir des documents de 2014 signés par le gouverneur Mouyej pour voir si réellement il signait simplement Richard Mouyej Manguez et non Mons, qui est son nom connu depuis toujours. Je vous dis sincèrement que l'honorable Mouyej lui-même m'a donné, bon, je ne dis pas que c'est lui-même qui m'a mis la main comme ça sur la lettre. S'il avait cherché la lettre chez lui, dans son bureau, et j'ai reçu cette lettre. Il m'a dit qu'il a déjà signé que je récupère mon document à la réception. Et d'ailleurs, quand on a pris toutes ces histoires chez moi, moi je ne m'attendais pas que les gens viennent fouiller chez moi et voir ces documents. Pensez-vous que je suis allé moi-même falsifier ces documents? C'est impossible, je ne peux pas faire ça. Pour arriver à quoi? Ok, toujours dans l'exploitation du document. Nous sommes dans votre hypothèse. Nous disons, le document est authentique et le document vaut autorisation de port d'armes ou permis de port d'armes. Nous sommes dans cette hypothèse-là. Nous interrogeons maintenant la loi. L'ordonnance du 85-212 portant du 3 septembre 1985 portant mesure d'exécution de l'ordonnance de 85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions.
Et en son article 21, l'ordonnance dit que le permis, prenons ceci comme permis de port. Le permis de port d'armes doit être porté au même moment que l'arme. C'est-à-dire que quand vous avez ce permis, vous avez sur vous l'arme. Est-ce que vous pouvez, au jour d'aujourd'hui, parce que vous avez produit ce permis, est-ce que vous pouvez produire aussi l'arme? Honorable Président de la Haute Cour, la fois passée, je vous ai dit que j'ai connu un problème, que je suis tombé malade. En tombant malade, je suis allé à l'Afrique du Sud par un jet médicalisé, sans que je ne sache exactement ou que je mette tout en ordre de chemin à la maison. Mon chauffeur, quelqu'un qui me conduisait, qui gardait cette arme pendant que nous partions à l'Assemblée nationale ou quand j'allais dans des missions de compte. Je l'ai laissé à la maison, à la résidence. Après 1 mois et demi, après mes opérations, après quand je suis rentré, il est venu me chercher à l'aéroport. Il m'a déposé à la maison, à la résidence. Et le lendemain, je voulais quand même passer à l'Assemblée nationale. Je suis affaibli, vraiment, je ne sais pas comment. Donc, il est venu, j'ai demandé si le chauffeur était venu. On a dit que le chauffeur m'a déposé et qu'il est rentré. Et quand on a appelé chez lui, il avait envoyé un message en disant qu'il était malade. Alors qu'il n'était pas vraiment malade, 2 jours après, j'ai su qu'il était parti travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai cherché un autre chauffeur qui m'a amené à l'Assemblée nationale. En revenant, j'ai rencontré Franck. Pas Franck, j'ai rencontré le questeur. Vous voyez le questeur du Sénat. Et c'était lui son chauffeur. Nous nous sommes rencontrés quelque part, là où on devait aller à la réunion. Oh, je vois mon chauffeur. Je l'appelle, je dis, mais Franck, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous avez dit que vous étiez malade. Mais je voudrais quand même que vous puissiez remettre l'arme, parce que l'arme que vous avez prise, ce n'est pas mon arme, c'est l'arme de l'État. Lui, quand je l'ai eu au ministère de l'Intérieur, il était présent. C'est en fait lui qui faisait toutes les démarches et faire les documents. Moi, j'ai signé. Vous comprenez? Et puis, il me dit non, je n'ai pas apporté votre arme. Votre arme, vous l'avez. Alors, j'ai dit au sénateur questeur, je lui ai dit, s'il vous plaît, dis à ce type de me remettre mon arme, parce que ce n'est même pas mon arme, c'est l'arme de l'État. Si je perds cette arme, je vais avoir des problèmes. Alors, il a essayé de demander à ce garçon de me remettre mon arme, et puis je suis retombé encore malade. Je suis allé aux États-Unis. Et quand je suis revenu, il y avait cette histoire de Covid qui a terrassé tout le monde. On ne se promenait pas, on restait à la maison. Et c'est une erreur. Je devais même aller peut-être l'accuser, aller au tribunal. Mais j'ai été dépassé par des événements. Mais voilà, je ne l'ai pas. Lubuya. On a Lubuya. Lubuya. Il est du Sud Kivu. Il est toujours en fonction. Lubuya. Peut-être qu'il doit être. Il était questeur. Il y a eu des problèmes au Sénat. Il est parti. Il a été remplacé. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé après. Parce que je ne suis plus. Je ne le vois plus. Et c'était en quelle date ou quelle année que
C'était en 2019, 20, des choses comme ça. 2019-20. Il s'appelle Franck, il y a un autre nom, j'ai oublié. Biamungu. Franck Biamungu. Et cette arme, de la montrer, oui. Peut-on considérer qu'elle est portée disparue, donc perdue? Je ne l'ai pas. Mais je sais que quand je suis parti, l'arme est restée chez moi. Vous savez que je suis parti à l'improviste. Je ne pouvais pas. Je pouvais peut-être prendre cette arme et mettre dans un coffre et fermer. Mais comme je suis tombé malade, tombé en coma, et on m'a amené, j'ai laissé là où je devais, j'ai laissé l'arme chaque jour. Et le chauffeur venait le prendre au salon dans un endroit. Et elle est disparue, honorable, du fait de qui? Pardon? Elle est disparue, donc perdue, du fait de qui? Du chauffeur. Bon, disons, comme c'est mon arme, donc individuel. C'est individuel, pardon. Oui, il faut que je dise la vérité. Donc c'est une arme individuelle, même si le chauffeur a pris, je suis le dévable. Je suis le seul responsable. J'ai essayé comme j'étais très malade, j'ai essayé de lui demander de me les donner et même de voir comment on peut l'aider autrement, mais il était dur, il n'est plus venu me voir et il a disparu complètement. Donc, en d'autres il a été très clair, franc, il a reconnu qu'il était effectivement porteur de l'arme qui lui avait été donnée au ministère de l'Intérieur. Peut-être qu'il avait mal utilisé les mots, mais il avait payé le frais parce que vous ne pouvez pas prendre l'arme gratuitement. Et lui faisant la demande, il n'a pas dit qu'il demandait l'arme de guerre. Il a demandé l'arme pour sa protection personnelle. Sans préciser, je demande l'arme de guerre. Non. C'est maintenant qu'on découvre, à partir de l'identification, même nous-mêmes, nous apprenons qu'il s'agissait d'une arme de guerre. Mais lui, se promenant avec cette arme, dans sa tête, c'était une arme d'autodéfense. Il venait de vous dire aussi que l'arme n'existe plus parce qu'étant volée par son chauffeur. Voilà ce qu'il peut dire. Que c'est lui-même qui l'a lui donné, étant donné qu'il était son chauffeur. Le vol étant une soustraction frauduleuse, le chauffeur a reçu l'objet de la part, recevait l'objet de la part de son patron pour mieux le sécuriser. Et lui, il l'a lui donné et reprenait. Mais quand il est parti, il n'avait pas laissé l'autorisation qu'il le reprenne parce que lui-même, qui était l'objet de protection, n'était pas là. Il y a eu une soustraction parce qu'il n'était pas là. Même en 2019 ou 2020, vous êtes revenu et le policier Franck Biamungu vous a forcé compagnie. Il est parti avec l'arme. Nous sommes en 2023. Pourquoi, honorable, alors que vous n'aviez plus d'armes? Pourquoi avez-vous continué à garder les munitions? Parce que sans cette arme-là, les munitions ne servent à rien. Pourquoi avez-vous continué à garder par devers vous les munitions, étant donné que l'arme, vous l'aviez déjà perdue? Et vous avez dit vous-même, quand vous avez dit à votre collègue sénateur, vous avez dit, si je perds cette arme-là, je vais avoir des problèmes. C'est vous-même qui avez dit, je vais avoir des problèmes. Mais pourquoi, alors, l'arme n'étant plus, ne tenant plus l'arme par devers vous, pourquoi avez-vous continué à garder les munitions, une quarantaine de munitions d'armes? Pour le président de la haute cour, et je vous assure, ces munitions même que nous avons eues là-bas, ils étaient bien gardés. Je n'ai même pas, je ne pensais pas à ces munitions, je pensais à l'arme de l'État.
Mais ces munitions qui étaient chez moi à la maison, j'ai pensé que peut-être j'aurais encore une arme. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je crois que ces garçons pouvaient m'amener cette arme-là. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas peur. Peut-être c'est parce qu'il est militaire ou policier. Moi, pensez-vous que j'ai gardé ces munitions pour en faire quoi? Parce que je n'avais pas une arme avec moi. J'ai gardé ces munitions. C'est aussi une erreur. Bon, je ne sais pas. La loi, c'est ce que la loi dit. C'est comme maintenant, si vous me posez la question, vous savez, on a fait la fois passée, la CENI, avant les élections, a invité les députés nationaux et les sénateurs de passer à la CENI, de faire un test, de s'enrôler et voir si les cartes d'électeurs étaient convenables. Nous sommes allés là-bas. Moi, j'étais parmi ceux qui ont fait cet exercice. J'arrive là-bas, on me prend la carte d'électeur. Je vous dis que quand dans ma porte-monnaie, là, j'ai toujours gardé cette deuxième carte d'électeur qu'on nous avait donnée comme exemplaire à la CENI. Je ne jette rien en fait. Je garde tout, j'essaie de garder tout ce que j'ai. Alors, je ne sais pas. Ça se trouvait toujours à un endroit où j'ai regardé. Jalousement, personne ne pouvait y toucher. Mais vous êtes venus, voilà. Mais un service qui vous l'a donné, parce que vous dites que vous n'avez pas acheté. Non. Je ne l'ai pas signalé parce que j'ai pensé que Franck allait me l'amener mon arme. Il est de quelle unité? Il était militaire de Kakokoro. Militaire ou policier? Non, militaire. Militaire ou policier? Mais Franck Biamungouri, était-il militaire ou policier? Ou policier? Est-il, parce qu'il n'est pas mort? Non, c'était militaire. Militaire de quelle unité? Bon, les camps Kokoro, je ne sais pas si ces camps Kokoro sont des militaires. Je suis vraiment un néophyte dans ces histoires des militaires. Je vois des militaires, mais je ne connais pas des unités. Vous avez siégé au Parlement et vous êtes un député élu. Comment pouvez-vous dire et affirmer que vous ne connaissez pas la différence entre un militaire et un policier? Je vous ai dit que c'était militaire, mais je ne connais pas les unités militaires. Et si c'est un policier, c'est un policier. Et si c'est un militaire, c'est un policier. Même si vous me demandez, je ne sais pas si c'est l'unité, c'est la police ou le militaire. Est-il arrivé chez vous? Quelqu'un me l'a amené. Et bon, de chez Safi. C'était un ministre. Le ministre qui l'avait. Le ministre? Oui, mais il est décédé, le ministre. De l'agriculture. Vous êtes ancien sénateur et député, honorable. Vous savez, parce que c'est vous qui éditez et qui votez les lois qui sont en application, que nous appliquons d'ailleurs. Vous savez qu'il y a une unité spéciale pour la protection des autorités politico-administratives. Oui. Et que quand vous en avez besoin, vous n'allez pas vous adresser à l'armée. Non, je ne me suis pas adressé à la COP. Non, ce n'est pas la COP. C'était son chauffeur. Oui, le ministre de l'Agriculture a-t-il le droit de vous donner un militaire comme chauffeur? Parce que moi, je l'ai reçu, pas comme... Vraiment, je ne l'ai pas reçu. Je l'ai su qu'il travaillait chez le ministre, mais qu'il était militaire. Parce que je l'ai vu un jour habillé en militaire. Merci. Quel est son grade, s'il vous plaît? Le grade de Biamou. Colonel, hein? Colonel. Non, pas colonel. Et lieutenant, je crois. Vous croyez que c'est son grade? Non, c'était un lieutenant. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Bon, écoutez, moi, vraiment, je m'excuse beaucoup ces histoires de grades et de ceci. Je ne les connais pas très bien. Et il a travaillé à votre service pendant combien de mois? Oh, pendant longtemps. Longtemps? Oui. À peu près combien de mois ou combien de jours? Non, pas pendant
Pendant des jours, des années. Des années. Oui. Combien d'années plus ou moins? À peu près plus de 7 ans. 7 ans. Oui. Ok. Son grade ainsi que son unité. Donc il n'allait jamais se présenter à son unité. Pour Oui, il paraissait. Il allait voir son unité. Bon, je n'ai jamais demandé son unité. Je savais qu'il était dans le camp Kokoro. C'est là où il habitait. Peut-être qu'aujourd'hui il habite toujours. Il y habite. Il se ressaisir. Parce que d'abord il a demandé, il ne sait pas ce que dit la loi à propos de la détention. La loi, l'article 203, je voudrais un peu lui rafraîchir la mémoire. L'article 203 du Code pénal militaire dit ceci: est puni de 20 ans de statut pénal tout individu qui détient sans titre ni droit des armes ou de munitions de guerre. Des armes. Donc, que vous déteniez une arme ou que vous déteniez une munition, pour l'un ou l'autre, si c'est illégalement, vous êtes puni pour cela. Maintenant, je voudrais un peu, parce que l'honorable, quand il a été entendu, même pendant les audiences précédentes, il a parlé de Biamungu comme étant un policier. Quand il a été entendu, nous sommes à la côte 14 de son PV, il dit que Franck Biamungu était un policier. Il était un policier. Et là, tout d'un coup, il vient de dire que Biamungu est un militaire. Est un militaire. Nous pouvons comprendre que ce soit un policier parce qu'il n'y a que des policiers qui peuvent garder les personnes VIP ou être envoyés en détachement, pas des militaires. Alors, aussi, nous voulons lui poser une question de précision. Honorable, nous avons... Maître est en train de distraire l'honorable alors que nous sommes en train de poser la question. C'est votre conseil, c'est très important. C'est très important. Posez la question. Oui. Honorable, dites-nous un peu. Nous avons, quand vous regardez Mouchamali Roy dans sa tenue, c'est un policier. Et vous regardez à votre droite, le militaire qui détient une arme, dans sa tenue, c'est un militaire. Dites-nous. Peut-être que c'est humain. Vous ne pouvez pas. Dites-nous, Biamungu, quand vous le voyez, quand il venait chez vous, est-ce qu'il portait la tenue? Si oui, portait-il la tenue comme celle de Mouchamalirwa ou la tenue comme celle de ces militaires-là? Pardon? Il portait quelle tenue? C'était la tenue comme Mouchamalirwa ou la tenue comme celui-ci? Donc c'était un militaire. Merci beaucoup, monsieur le Président. Le prénom, à part Biamungu, était bel et bien un policier. Bel et bien un policier. Il n'a pas dit qu'il était militaire, il était factice. Il était bel et bien un policier. Aujourd'hui, maître, il dit qu'il était militaire. Tout est acté. C'est pourquoi je dis que ça soit acté. C'est quand même voilà. Monsieur le Président, on va revenir ici à certaines précisions. À l'audience passée, il va falloir qu'on reprenne quelques mots du prévenu Mohamed Djoudjou par rapport à cette question d'armes. On lui a posé, moi personnellement, je posais la question de savoir si le policier qui a été commis à sa garde était venu de son unité sans arme. Il avait affirmé, effectivement, il est venu avec une arme. Secondo, j'ai encore insisté pour dire, comment est-ce possible qu'un policier qui vient avec l'arme de son unité et qu'il soit encore détenteur d'une autre arme? Alors, je voulais comprendre la gymnastique. Il dit non, c'est avec lui, ces policiers, qu'ils ont entrepris de démarches pour l'acquisition de cette arme. À un moment donné, il a même dit que non, lorsque nous sommes arrivés là-bas, c'est le policier qui a été le premier, c'est lui qui était en train de discuter. Je suis jeune, je conserve bien des paroles. Alors, le prévenu Mohamed Djoudjou,
s'il peut dire pas devant votre cour, pas votre cour, lorsque le policier prenait l'arme, ou soit le policier seul allait prendre l'arme dans sa cachette, ou c'est lui-même qui prenait l'arme dans sa cachette pour donner à ce policier Biamou. Ça, c'est la première question. Vraiment, ce qui vient d'inventer là-bas, je n'ai jamais dit que lui, le policier, il allait faire des démarches. Je ne sais pas. C'est vrai, je suis souffrant. J'ai la souffrance terrible. Mais je m'efforce de parler quand même. Je ne vois même pas maintenant au moment où je vous parle. Mes yeux, je ne vois pas, je ne peux pas lire. Ça, je vous l'ai dit maintenant. Mais que lui dise que moi, j'ai dit que le policier, ce n'est pas... Je vous ai dit, je suis clair. Biamungu, c'était un militaire qui habitait Kankoko, qui habitait, je ne sais pas s'il continue à y habiter. Il n'y a pas un policier qui peut aller habiter dans les Kankoko, jamais, je ne pense pas. Il y en a. Alors, vraiment, je m'excuse. Alors, je vous dis que l'arme là, comme il m'a posé la question, depuis que j'avais eu cette arme, en fait, c'est une arme qui ne me quittait jamais. Je ne l'ai jamais portée, jamais. Mais les chauffeurs, je les contrôlais. Quand on sortait, je lui donnais cette arme. Et quand on rentrait, c'est la première chose que je prenais et que je gardais. Mais je vous ai dit vraiment, le malheur est venu le jour où je suis tombé malade la nuit à 1h du matin, qu'on m'a amené sans savoir exactement qui j'étais. Et je suis parti, on m'a amené à l'aéroport le lendemain matin vers l'hôpital. Je suis allé en Afrique du Sud, on m'a opéré pendant 12 heures. Ça, et je suis resté, je suis resté là-bas 1 mois et demi. Et quand je suis revenu, je suis encore reparti aux États-Unis. En revenant, le monsieur là m'a roulé. Je ne sais pas pourquoi il a pris cette arme. C'était un garçon bien, qui faisait son travail convenablement. Mais le problème que lui-même a commis, c'est de voler l'arme de l'État. Il a volé, peut-être qu'il va la remettre, mais il n'a pas voulu me donner cette arme. Je ne sais pas. Donc, vous comprenez que ça ne sert à rien de commencer que les avocats là-bas disent non, il a dit, les policiers disent non. Je dis clairement que cette arme a été volée. Et je me remets à la sagesse de je n'avais pas de problème. Non, à la maison c'est différent de sortir à l'extérieur. C'était très chaud à ce moment-là. Et quand vous sortez dans la voiture et dans des embouteillages, je ne dis pas nécessairement, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a tué, mais c'est possible. Mais à la maison, qui peut venir chez moi à la maison? D'abord, derrière chez moi, là, il y a l'armée. Vous comprenez? Bon, là-bas, à ce moment-là, ce n'est pas l'armée n'était pas. J'étais sous les boulevards du 30 juin. Mais quand mon arme a été volée, c'était là où je suis aujourd'hui. Il y a l'armée derrière et devant. Donc, je suis vraiment à un endroit là où c'est très protégé. Il y a la police. Ce n'est pas comme sur le boulevard du 30 juin. Parlez. En fait, nous sommes dérangés. Si la haute cour peut nous protéger, parce que nous sentons insécurisés comme l'honorable autrefois. En fait, nous voulons juste faire un constat pour dire que cette arme restait à la maison parce que la nuit lui-même se servait de son arme. En d'autres termes, c'est un constat que nous faisons. Honorable, lorsque vous avez reçu ce document, en supposant qu'il est authentique et qu'il vous couvre, vous avez reçu combien de munitions? Je crois que c'était autour des 40. C'était autour de 40? Oui, oui. Vous ne savez pas préciser? Non, c'est comme 48. Non, il y a eu on a pris, ils ont pris quelques munitions qu'ils ont mis là-dedans et les autres on a gardé. Qui a pris? C'est mon chauffeur. Le chauffeur a pris quelque chose là-dedans? Non, c'est-à-dire là, ils ont mis des munitions et puis les autres, nous les avons gardés.
la question a son importance. Oui. De guerre est très stricte. En ce que lorsque vous recevez l'autorisation de porter une arme, la loi vous donne l'identité de l'arme. C'est pour permettre à l'autorité de mieux contrôler. Et la loi donne aussi la quantité de munitions et cette quantité doit figurer dans le document d'autorisation. Monsieur X est autorisé à porter par devant lui une arme de calibre tel, munitions de calibre tel, avec telle quantité. Mais votre document ici ne renseigne rien sur les munitions. Il ne renseigne que sur l'arme GP et le type de munitions 9 mm. Mais la quantité fait défaut. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas les munitions qui sont identifiées, c'est le calibre de l'arme. C'est-à-dire les munitions qui peuvent entrer dans cette arme-là, il est donné leur calibre. Mais les munitions, votre document est muet. Pouvez-vous alors produire une autre autorisation ou une autre attestation d'enregistrement des munitions? Vous permettez qu'il réponde, nous allons enrichir. Dans la haute cour, honorable président, je ne peux pas vous expliquer tout cela parce que quand on a eu l'arme et les munitions, j'ai tenu moi-même de les garder. Je les ai gardés vraiment jalousement. Et même ces militaires n'ont jamais touché à ces armes-là. Et je ne sais pas si c'était comme ça qu'il fallait le faire, mais en tout cas c'est comme ça que ça s'est fait. Et ce que je vous dis est sincère et sérieux. Moi je ne suis pas allé chercher ça ailleurs, c'est toujours dans l'administration là-bas. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait? Est-ce que moi je ne dis pas qu'ils m'ont tenté ou qu'ils m'ont piégé, je ne pense pas. Parce que ce ne sont pas eux qui sont venus chercher les armes. Ils ne savaient même pas. Je ne sais pas vraiment comment je peux vous répondre. C'est une question. Monsieur le Président, comme vous constatez, notre client... Attendez, le rapporteur pose la question. Cette attestation, vous l'aviez obtenue avant ou après avoir reçu l'arme? Était-ce avant ou après avoir... Moi, je crois que je l'ai reçu avant. En fait, mon général, président de la haute cour, tous ces documents là-bas, je les ai reçus au même moment. C'est-à-dire quand on m'a donné, qui manque dans ces histoires-là, parce que mes documents étaient dans une farde, et quand on a tout pris, je ne reviens qu'on m'amène seulement ces documents. Et puis, il y avait un autre document. Un autre document, parce que quand je payais, je rentrais, je mettais dans un farde. Dans une farde. Vous vous imaginez que les 75 $ que j'ai payés, mon épouse a trouvé ça sur la table, était abandonné. Ils ont pris tous les documents, mais ces documents étaient laissés sur la table. Et elle, comme elle ne contrôle pas tout ça, quand elle a vu, elle a lu, elle a gardé ces documents. Vous comprenez? Donc, il y a d'autres documents qu'on ne trouve pas. Donc, pour que je vous dise que c'est avant ou après, je ne sais pas. Il faut que je retrouve tous ces documents et que je voie ces documents. Quel est le document qui est le premier, qui est le deuxième ou le troisième? Parce que je vous assure, tous ces documents et cette arme, c'est au même endroit là-bas à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur. Lorsque le ministre Richard Mouyej Manguez signe ce document, il a déjà le numéro de l'arme. Alors que, après qu'il ait signé ce document et vous ait remis cette attestation, selon ce que vous aviez dit tout à l'heure, vous étiez parti à un autre service pour retirer l'arme. Je suis arrivé à son service, on a dit de continuer, ils m'ont envoyé dans un bureau là-bas.
Et on a fait toutes ces démarches de signatures, de tout ça, au même endroit. Je ne mens pas, ce que je vous dis est vrai. Je n'ai aucun intérêt de mentir. Peut-être que ça ne s'est pas passé, ou je ne sais pas vous expliquer ce que je dis, mais c'était comme ça. Je ne suis pas allé en dehors du ministère de Franck Biamungu. Honorable, quand vous voyagez, par exemple, quand vous arrivez d'aller à Goma, partiez-vous avec Franck Biamungu ou bien il... Tirer l'attention. D'abord, vraiment, je ne sais pas pourquoi je l'ai demandé et j'avais peur pour rien. Parce que moi, je n'aime pas ces histoires de policiers. Même dans ma voiture, depuis que je suis ici, en dehors de Biamungu, je n'ai jamais été accompagné avec un policier. Même à Goma, moi, je vais seul. Seulement, je rentre tôt à la maison pour que personne ne vienne me causer des problèmes. Mais je suis resté ici pendant longtemps, à mon général. Je suis resté ici pendant longtemps, je n'allais pas à Goma. Et puis ça, après, ça a commencé à... Bon, vous savez, les gens... Bon, je ne vais pas citer les gens parce que je suis toujours à la merci de tout le monde. Donc, je suis resté ici à Kinshasa. Je n'allais pas régulièrement à Goma. J'y allais de temps en temps. Quand j'arrivais, j'ai rentré directement chez moi. Et j'y restais jusqu'au jour où je rentrais à Kinshasa. Donc, je n'avais pas confiance pour ici là parce que je n'ai... Non. Notre ministère de l'Intérieur n'est pas loin d'ici. La cour, la haute cour est active. Elle peut décider la descente sur les lieux, tout comme elle peut faire inviter le service attitré avec le dossier au grand complet. Comme ça, la vérité va s'éclater. Au lieu de trop se cramponner sur le document, notre client qui vous dit qu'il n'est pas allé ailleurs, si ce n'est que dans le service de l'État, qui est très connu. Alors, il vous plaira pour la bonne administration de la justice et la manifestation de la vérité que ces faits qui datent de 2014, aujourd'hui, ça fait pratiquement 9 ans, soient dévoilés par... Libelle les faits. Nous sentons déjà que c'est libellé déjà de l'infraction. Bien... Non, lorsque on dit, parce que vous êtes saisi des faits, nous sommes en flagrance. C'est-à-dire en examinant, en définissant ou en posant des questions, nous pouvons en tant qu'avocat chevronné comprendre qu'on s'oriente vers les libellés de l'infraction et détention illégale d'armes de guerre, puisque vous mettez un point d'honneur à préciser à chaque fois armes de guerre. Et même lorsque les questions sont posées par le ministère public, il insiste sur le mot armes de guerre. Et quand la partie République, parce qu'ils sont tous République, qui a doublement la parole, répète ces questions et qui dit autodéfense, vous insistez pour dire armes de guerre. Je tenais quand même à insister là-dessus pour dire que pour notre client, dans son entendement, il ne s'agissait pas d'une arme de guerre. Il n'était pas en guerre. Pour lui, il s'agissait d'une arme d'autodéfense, comme il est écrit ici dans l'article 17, que la détention de la loi, de l'ordonnance loi numéro 85/35 du 3 septembre 1985, portant régime des armes et des munitions, que le ministère public nous a abondamment lu, mais en son article 17, il est dit, parce que lui il était dans ce contexte-là, de l'article 17, que la détention des armes à feu, pour lui c'était une simple arme à feu, conçue pour la chasse ou destinée au sport ou à la protection individuelle, parce que lui il est dans le cas de la protection individuelle, est soumise à une autorisation préalable constatée par les permis de port d'armes. Et l'article 21 dit qui autorise, dans son cas, c'est le ministre là on disait commissaire d'État, bon, avec l'anachronisme, je peux dire aujourd'hui ministre, le ministre qui a l'administration du territoire à sa charge, qui était, comme vous le voyez ici, permettez-moi, monsieur le président, parce que nous, à chaque fois, on n'arrive pas à aboutir à nos... Et ils ont tout le temps, la latitude de s'étendre. Vous avez aussi tout le temps.
Mais nous, on ne finit jamais. Allons-y de manière méthodique et scientifique. Mais c'est notre méthode. Bien. C'est-à-dire que cette arme-là, telle qu'elle est identifiée sur le document que votre client a produit, c'est une arme de guerre. Oui. Vous n'êtes pas dans la manipulation des armes. Nous qui sommes dans le métier, nous vous mettons sur les bons rails pour que vous trouviez de bons arguments. Oui. Oui, mais seulement infraction, en tout cas toute infraction est tolérée. Donc il faut une intention. Ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est pour qu'au moment opportun, nous vous disions qu'il n'avait aucune intention de détenir l'âme de guerre. Puisqu'on ne peut pas détenir l'âme de guerre sans le savoir. Vous comprenez que nous avons su, grâce à votre diligence, à votre sagacité, ici même qu'il s'agissait d'une arme de guerre. Comprenez que cette erreur-là est invincible pour ce qui est de nous civils qui n'avons pas la petite. Si le message peut le finir, il a eu plus de temps de parole que nous. Vous avez la parole, oui, parce que là, ça dérange un peu quand il insiste. Mais vous ne cessez de tout le monde fait. Oui. Alors, à l'article, comme je vous l'ai dit, comme dans son esprit, je reviens là-dessus, contrairement à la réalité que vous nous aviez dépeinte, que nous ne contestons pas. Voyez-vous, dans son esprit, dans son intention, il s'agissait d'une arme de protection individuelle, comme il est écrit d'ailleurs sur les documents. Ce qui pouvait aisément l'induire en erreur, parce que c'est écrit enregistrement d'armes de feu d'autodéfense. On ne dit pas une arme de guerre, donc lui, il savait qu'il détient une arme de protection individuelle, conformément à l'article 17, et l'autorité attitrée d'après l'intention de ce qui a été fait. Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Là maintenant, c'est comme une fois, Monsieur le Président, j'ai vu dans un procès, on disait à un policier qu'il a dissipé les armes. Comme c'était après les munitions, comme c'était après le pillage de 1993 où on a dissipé tant de munitions, il était étonné. Et pourtant la loi ne change pas avec la réalité. Mais seulement je sais qu'au moment opportun, lorsque nous ne serons plus à cette étape, je n'aimerais pas le dire pour la première fois. C'est pourquoi je rappelle que l'article 17, qui prévoit que le ministre de l'Intérieur octroie l'arme, a certainement justifié cette autorisation parce que dans l'esprit du ministère de l'Intérieur, il s'agissait d'une arme de protection individuelle parce que lui, en demandant, il demandait pour sa protection individuelle. Il n'était pas en guerre avec qui que ce soit et il ne se voyait pas non plus en train de faire face au M23 qui le combattait ou qui l'attaquait avec une arme de chasse. Dans son article premier, sont devenus caducs à dater de ce jour, donc à dater du 2 juillet 1997, toutes les autorisations de port d'armes et munitions délivrées conformément aux articles 17 et 21 de l'ordonnance loi 85-035 du 3 septembre 1985 portant régime des armes et munitions, caduques depuis 1997. Qu'à cela ne tienne, l'honorable Mwanga Chouchou s'est trompé de la nature de l'arme. Il a cru qu'un revolver arme de guerre était une arme de protection individuelle, donc une arme que l'on peut détenir sans problème. Mais que dites-vous de ce vieux routier, et la haute cour espère bien qu'il est encore vivant, Richard Mouyez Manguez Mans, pas Manguez tout court, qui est un vieux routier de l'administration et qui a signé le document. Lui aussi s'était trompé. Et j'aimerais pas, en tout cas, mettre des mots sur cet honorable citoyen. Je pense qu'au moment opportun, il devra passer par là-bas pour essayer d'expliquer dans quelles conditions il a donné et pourquoi il a induit l'honorable en quelque sorte en erreur, parce qu'il aurait dû savoir qu'il n'a pas le droit de les donner parce que, comme vous le dites, cela a été tombé caduc. Encore que, il reste à savoir qu'est-ce qui se fait réellement dans la pratique. Parce que nous, au niveau du prétoire, nous avons l'habitude de rester dans les droits
coupé des réalités sociologiques et qu'est-ce qui se fait réellement dans la pratique. Puisqu'il n'est peut-être pas dans les seuls dans ces cas d'erreur. Aujourd'hui, ce procès sera regardé. Peut-être les autres autorités qui sont dans les mêmes genres d'erreurs, qui croient que les armes des revolvers équivalent à l'arme de chasse, peut-être vont maintenant apprendre qu'on a déjà suspendu ces autorisations ou ces permis de port d'armes. Voyez-vous. Mais qu'à cela ne tienne, honorable membre de la composition, président de la haute cour et membre de la composition, notre souci était seulement au niveau intentionnel. Mohamed Chouchou, la cour veut savoir, est-ce que Biamungu était votre garde-corps ou votre chauffeur? Vous pouvez nous préciser. De toute façon, je vous ai dit que Biamungu était mon chauffeur et bien sûr il me gardait. Il me gardait pendant que... C'est comme un bon chauffeur. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être une erreur que j'ai commise, mais en tout cas, pourquoi je lui donnerais cette arme pendant qu'il me conduisait? C'est parce que si jamais quelque chose est arrivé, il pouvait quand même me sauver. Peut-être c'est une erreur, mais c'est comme ça que c'était. Sinon, pourquoi prendrais-je cette arme? Moi-même, je ne sais pas tirer. Lui, c'était militaire, mais chauffeur. Et quand on partait, je disais, il prenait l'arme et puis il me conduisait. Et si jamais on m'attaquait, il allait quand même me sauver, je pense. En cause, en danger la santé de votre bien. Ce n'est pas rapport avec le peuple mort. Au mardi contradictoirement à notre égard, parce que avait dit que nous reviendrons. Il n'y a plus rien au rôle. L'audience est renvoyée contradictoirement au mardi prochain et la séance est levée.